bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de Machine à écrire. Je remercie beaucoup Laure Adler d'accepter de poursuivre ce programme qui nous permet à la fois d'inviter de grands écrivains, de grandes écrivaines et de lier ces invitations à un cours de NYU, au cours duquel donc, les étudiantes et étudiants étudient les œuvres des invités. Laure donc, a fait son programme à la fois en Zoom et puis bientôt elle va revenir enfin en présence à New York. Mais les charmes du Zoom, c'est qu'on peut parler depuis chacun depuis son pays. Et en l'occurrence, elle a invité aujourd'hui Tierno Monenembo, que je remercie mille fois de son accord, de sa présence, et qui est en ce moment même à Conakry. Donc nous avons une sorte de triplex entre Paris, Conakry et New York. Il se trouve que Tierno connaît en ce moment une panne de courant, donc il est un petit peu dans l'ombre, mais ça va peut-être revenir. Et je voulais juste dire un petit mot avant de laisser la parole à Laure. Un petit mot d'hommage et aussi de tristesse, parce que nous avons appris hier que Michel Deguy était décédé. Et bon, c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, pour nous tous, pour la Maison française. Nous l'avions invité l'année dernière. On avait fait une journée complète avec un film sur lui, de nombreux universitaires qui étaient venus parler de son œuvre. Donc voilà, nous sommes obligés de lui dire un fraternel salut, adieu, Michel. Voilà, c'est comme ça. Nous savions qu'il était malade. Et c'est hier, malheureusement, que Michel est parti. Voilà. La littérature est toujours notre priorité, la poésie, le roman. Et merci, Laure, de continuer le cap, de poursuivre le cap. C'est à toi avec ton invité. Alors d'abord, je voudrais m'associer à ton chagrin concernant Michel Deguy, qui était aussi un ami, qui est quelqu'un qui a été très important dans mon itinéraire, mais dans l'itinéraire de beaucoup de gens de ma génération et des générations suivantes, parce qu'il a lié la poésie à la philosophie. Et il était un maître dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'était jamais d'une autorité qui faisait que on n'avait pas envie de le suivre, mais il était d'une grande douceur, d'un grand humour, d'une grande profondeur, et c'était quelqu'un qu'on avait envie d'écouter, qu'on avait envie de lire. Il avait toujours une grande distance par rapport à son œuvre, qui est pourtant magistrale. Donc, je pense que c'est quelqu'un de très, très, très important qui vient de disparaître et j'espère que cet hommage va continuer. Alors, je pense qu'avec Tierno, on ne quitte pas les terres de la haute poésie parce que son œuvre, qui est polyphonique, qui s'exerce dans plusieurs registres littéraires, aussi bien justement des livres qui peuvent être des biographies, des livres qui peuvent être des fresques politiques, des livres qui peuvent être aussi des livres historiques. On noue plusieurs cordes à l'art littéraire. Donc, ma première question, Tierno, ça serait de te demander, puisque je te tutoie, on se connaît depuis longtemps, j'ai la chance de te connaître lors de la publication de ton premier livre, c'était il y a très longtemps maintenant, qui s'appelait Les Crapauds Brousse, qui était un livre qui avait fait irruption dans la scène littéraire française. Pourquoi tu ne portes pas ton nom? Pourquoi Monenembo, ce nom-là, alors que tu t'appelles pas comme ça? Est-ce que c'est un nom d'écrivain pour toi? Oui, c'est mon nom d'écrivain. Avant, c'est masqué dans le champ littéraire. Mais en même temps, je voulais rendre hommage à une dame qui fut très importante dans ma vie, c'est ma grand-mère. Elle ne s'appelait d'ailleurs pas comme ça, elle s'appelait autrement, mais je l'ai surnommée Néné Mbo. Néné dans ma langue veut dire maman. Et Mbo ne veut rien dire, c'est un langage d'enfant. J'ai appelé ma mère, je suis un enfant de divorcé. Donc, à 4 ans, ma grand-mère paternelle m'a donné une éducation. Et ma mère, je l'ai l'appelée
Néné, c'est-à-dire maman, et la nouvelle maman, je l'appelle Nénembo. Nénembo, c'est le langage d'enfant. M. Freud nous explique ça, peut-être cela veut dire l'autre mère, quelque chose comme ça. Et en tout cas, tout le village a fini par l'appeler Nénembo. Donc, Nénembo, c'est un hommage à ta propre grand-mère. Voilà. Et Mo, c'est un signe d'appartenance, c'est-à-dire qu'il y a deux Nénembo, c'est-à-dire fils de Nénembo. D'accord. Alors, je crois que tu as été élevé dans deux langues, la langue française, mais aussi la langue peul. Oui. Aujourd'hui, être écrivain de langue française, cela signifie quoi pour toi? Cela signifie avoir deux pieds sur deux terres différentes, un pied ici, la Guinée où je suis né, et un autre pied là-bas, en France, qui est la terre d'origine de la langue française. Vous savez, nous sommes nés dans un contexte historique où comment dirais-je, où la mondialisation s'annonçait au sens du terme, c'est-à-dire que les gens ne vivaient plus seulement dans leur village, dans leur langue, ou leur cieux personnel, mais on partageait les choses, les langues, les climats, les horizons, se mettaient tous ensemble. L'espace se rétrécissait, la vitesse s'accélérait, et finalement, moi je suis habitué à ça depuis longtemps, depuis multiple depuis très longtemps, donc cette mondialisation en cours ne me fait pas peur. Habitué à cela, je suis habitué à être différent, ici et là, je suis habitué à être multiple. Mais tu parles de mondialisation, mais la langue française est ton territoire d'appartenance artistique? Oui, c'est dans cette langue-là que j'écris. La langue peul est plutôt ma langue orale, une langue parlée, une langue écrite. La langue parlée, c'est la langue peul. Ampateba avait une très belle formule pour différencier les deux. Il disait la parole debout et la parole couchée. La parole debout, c'est l'oralité. La parole couchée, c'est l'écrit. Ma langue écrite, ma parole couchée, c'est le français. Ma parole debout, c'est la langue peul. Et il faut à la fois parler et écrire. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que la langue française, nous l'apprenons d'abord dans le texte, avant de la parler. On apprend à lire et à écrire français avant de parler français. Et on a donc un rapport à l'écriture d'abord, avant d'avoir accès à la langue française parlée. Empateba disait aussi que quand un vieux mourait, c'était toute une bibliothèque qui brûlait, accordant ainsi à la transmission, à la littérature orale, une place prépondérante. Qu'en est-il aujourd'hui à tes yeux? Alors, l'oralité même en Afrique recule, hein, il faut être honnête. L'écriture est en train de remporter. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que l'oralité est le récipient de la culture africaine. C'est vraiment dans l'oralité que la culture africaine s'est exprimée. Il y a eu des peuples en Afrique qui ont inventé des graphies, formes de hiéroglyphes ou carrément de signes, mais ces écritures n'ont jamais eu l'importance de l'oralité. La vie était une vie rurale, la vie était une vie de proximité. Parler était bien plus important qu'écrire, ce qui fait que la culture africaine était essentiellement transmise par voie orale. Et pour qu'il y ait que la parole, la bouche s'ouvre, une oreille. Quelqu'un vous prête l'oreille. Et dans le monde rural, les oreilles sont là. On prête l'oreille tout le temps. Dans le monde urbain, c'est beaucoup plus difficile. Pour les plus s'impose très vite dans le monde urbain. Alors toi, dans ton œuvre polyphonique, est-ce que tu te considères comme une sorte de griot moderne francophone? Oui, on peut le dire, sauf que le griot est au service d'une cour, d'un homme, de roi, d'un seigneur, et que l'écrivain, par essence, est un homme libre. On n'écrit pas pour quelqu'un, d'ailleurs, généralement, on écrit contre, on n'écrit pas pour, ce qui fait que j'ai quand même une liberté que n'a jamais eu le griot. Même si c'est vrai, on emprunte beaucoup aux Africains dans nos styles d'écriture. Est-ce qu'on peut dire que tu es un écrivain justement de la liberté et que tu écris pour
renforcer nos libertés. Je pense Et que oui. Vous savez, j'ai écrit du fond de l'exil. J'ai écrit parce que j'avais fui une dictature. Et quand vous échappez à une dictature, vous goûtez à la liberté. Et la liberté, c'est d'abord et avant tout la liberté de parole, la liberté d'expression. Et la littérature est effectivement le domaine où l'esprit est libre. On peut se poser les questions que l'on veut, on n'a pas peur, on n'a pas honte, on a envie de dire ce qu'on a besoin de dire. Ça, c'est très important. Et c'est très bien parce que quand je suis arrivé en France, il y a encore, mais ça tarde, ce qui fait que les gens usaient et abusaient de cette belle notion de liberté, plutôt en littérature. alors, il faut rappeler que tu es d'origine guinéenne. C'est d'ailleurs de la Guinée, de sa capitale Conakry, que tu nous parles ce soir. Il faut rappeler que la Guinée a été le premier pays indépendant d'Afrique et que cette indépendance s'est faite contre le général de Gaulle dans des conditions extrêmement difficiles et agonistiques, et que ce président, qui était un ancien syndicaliste, instituteur d'ailleurs, il faut le préciser, Sékou Touré, a ensuite eu une gestion du pouvoir qui petit à petit a tourné à la dictature. Et j'aimerais bien, Tierno, parce que je pense que ça irrigue beaucoup ton œuvre littéraire, que tu racontes dans quelles conditions tu es parti de ton propre pays au moment justement où la dictature de Sékou Touré sévissait et comment ce départ a été une véritable tragédie pour toi. Oui, c'était un contexte particulièrement difficile. La Guinée, vous savez, après son indépendance, peu de temps après, a suivi un peu le modèle soviétique. Nous nous sommes barricadés, nous sommes repliés sur nous-mêmes, les frontières ont été fermées, nous avons rompu toute forme de lien avec les pays voisins, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, des pays avec lesquels nous avons le même héritage historique et culturel. Tout cela faisait un peu prison, s'asphyxiait, on avait besoin d'air, et comme beaucoup de mes compatriotes, il y a 3 millions de Guinéens qui sont étudiés à cette époque-là, j'ai tenté de partir, c'était difficile puisque c'est que venait de donner l'ordre à l'armée de tirer à vue n'importe quelle personne qui s'aventurait vers les frontières. Et heureusement, vous savez, dans ces cas-là, il y a toujours quand même des passeurs, des professionnels de la clandestinité. Et on est passé par quelqu'un, une cinquantaine de personnes, on ne marchait que la nuit. Oh, c'est un voyage qui a duré des jours et des jours. Je pense que j'ai dû marcher 150 km avant de rejoindre le Sénégal. Et c'est là que mon exil a commencé. Et ce n'est pas quelque chose de particulier. Il y a eu des millions de Guinéens qui ont vécu un peu ça. Et je vous dis que nous avons vécu un peu la même chose que les pays de l'Est de cette époque-là, sauf que ici, il était beaucoup plus facile de sortir du pays, parce que le pays est petit tout de même, alors que le système soviétique même concernait toute la région, pratiquement toute l'Europe centrale. C'était beaucoup plus difficile pour les gens qui s'échappaient du goulag ou des prisons de sortir du pays. Ici, c'était plus ou moins facile grâce justement à ces passeurs professionnels que l'on paie bien évidemment. Je parle de cet aspect de ton œuvre parce que tu as attendu extrêmement longtemps pour parler, non pas de manière autobiographique, parce que tu n'es pas un écrivain de l'autobiographie, mais tu es un écrivain qui part de problèmes individuels pour atteindre l'universel. Et tu as attendu extrêmement longtemps pour pouvoir parler de cette tragédie guinéenne qui n'a pas fait, malgré son ampleur, qui n'a pas fait la une des journaux. Et ce dernier livre que tu as publié il y a peu de temps donc en France, Saharienne Indigo, aux éditions du Seuil, est dédié à certaines des personnes qui ont disparu durant la dictature de Sékou Touré. On reviendra sur le contenu du texte, mais en l'occurrence, la question est comment fonctionne cet imaginaire mémoriel et comment il se met en branle pour toi, Tierno? Alors, la mémoire, c'est quelque chose de difficile.
difficile à maîtriser, à contrôler. Elle est toujours là quelque part, tapie dans l'ombre, et puis un beau jour, elle explose, elle sort toute seule. Cette question du Kambé, de Kambouaro, elle est dans la tête de chaque Guinéen, exilé ou pas, puisque vous savez très bien qu'en Guinée, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas perdu une personne au Kambé. Je l'appelle Kambé dans le roman, mais en vérité, il s'appelle le Kambouaro. Et parfois, on n'a pas encore, j'ai pas l'impression que longtemps, je n'ai pas eu la force d'ouvrir la bouche, parler de ça. Ici, c'est très, très difficile d'évoquer ce problème qui est encore une espèce de non-dit. Et je connais même des gens qui ont vécu 5, 10, 12 ans au Kambouaro et qui n'en parlent jamais. Qui se taisent, qui rasent les murs. Moi, je n'ai pas vécu au Kambouaro, mais je l'ai souffert pratiquement comme si j'y avais vécu moi aussi. Et tout mon exil s'est fait avec justement cette idée du Kambouaro quelque part dans mon être. Et c'est seulement maintenant que j'arrive à prononcer les mots, à ouvrir la bouche et à dire quelque chose sur ce terrible camp qui est vraiment, pour nous, c'est une espèce de switch en quelque sorte. Et là, c'est venu, et après des années de silence, et c'est presque pour moi une délivrance. Quelle est la fonction de la littérature selon toi? Est-ce que c'est justement de pouvoir embrasser une mémoire collective et transmettre des choses qui ont été finalement dites à bas bruit, voire même censurées, pas seulement de l'histoire nationale, mais de l'histoire internationale? Donc pour moi, enfin, j'ai l'impression parfois que la littérature est une thérapie, justement. Elle permet de soigner je ne sais trop quelle névrose, quelle névrose collective. Et c'est très, très, il me semble en ce qui concerne des pays comme les nôtres, les pays africains, c'est par le biais de la littérature qu'on a pu poser et supporter de grandes questions, de grandes douleurs comme l'esclavage et la colonisation, et ensuite les dictatures. Et c'est vrai que je pense qu'on peut dire la même chose en ce qui concerne l'Amérique latine, en tant que dictature. Et c'est vrai que la littérature est une extraordinaire manière de supporter la douleur. Quand on met des mots sur la douleur, on a l'impression qu'on la supporte davantage. Je l'ai très bien senti quand j'étais roman sur le génocide rwandais. Et quand j'ai visité le site du génocide au Rwanda, j'avais mal dans tout mon corps. Dès que j'ai terminé mon roman, je me sentais bien mieux. J'ai l'impression aujourd'hui que je me sens bien mieux en Guinée depuis que j'écris ce roman qui s'appelle Sarinendi. J'ai l'impression que je supporte davantage le régime de secours. Qu'est-ce que veut dire être noir pour toi? Est-ce que ça veut dire quelque chose ou rien du tout? Parce que tu es devenu un écrivain monde. Ton premier livre a eu beaucoup de succès. Tu as été invité dans des résidences d'écriture dans le monde entier. On va y revenir. Tu es devenu un Français noir, mais un Français quand même. Mais aujourd'hui, noir, qu'est-ce que ça veut dire noir? Est-ce que tu le revendiques? Franchement, le noir, ça ne veut plus rien dire pour moi. Je ne me sens pas noir, je ne me sens pas blanc non plus. Je me sens de son époque. J'aime beaucoup ce proverbe bantou qu'on est beaucoup plus fils de son époque que fils de son père. Et je suis fils de mon époque, fils du siècle et demi, du 20e et du 21e siècle, de cette époque-là. Dans les années 60, c'était important d'être noir, puisque nous venons de nous libérer, nous venons d'avoir notre indépendance, et on avait justement imposé cette chape d'appel la couleur noire, qui est devenue une condition, presque une condition sociale, beaucoup plus qu'une épiderme. Et vous savez, l'histoire, c'est qu'elle est, elle est terrible. On a fait d'une religion, la religion juive, une condition sociale. On a fait d'une peau, la peau noire, une autre condition sociale. Je pense qu'on est en train de dépasser un peu tout cela. Aujourd'hui, quand même, la ségrégation raciale a beaucoup diminué malgré les événements récents qui sont produits aux États-Unis. Et enfin, l'apartheid n'existe plus en Afrique du Sud.
Et la plupart des pays africains aujourd'hui sont indépendants, mais pratiquement tous. Et aujourd'hui, le noir, de plus en plus, existe dans toutes les sphères de la vie moderne. Il y a quelqu'un la sphère de très haut niveau, existe au niveau musical, au niveau du sport. Il n'est plus ségrégé comme dans les années 50 ou 60 aux États-Unis. Enfin, ça va un peu mieux, mais on ne peut pas dire que la ségrégation Aujourd'hui, le soit noir est complètement en train de devenir un effacée. être humain comme un autre. Non, non, elle est toujours là. Il y a encore évidemment bien sûr, il y a encore des bouffées de ségrégation qui arrivent brutalement. On l'a vu dernièrement dans une ville américaine, lorsqu'un policier a étranglé ce jeune noir, que tout le monde a vu dans une vidéo. Mais de manière, il y a quand même une évolution générale. On ne peut pas dire que la condition du noir aujourd'hui est la même que dans les années 60 aux États-Unis. Elle n'est pas la même en Afrique du Sud, etc., etc. Donc, il y a quand même un progrès. Il y a la pente de l'humanité et une pente qui va vers le progrès, vers la démocratie, vers l'égalité des chances. C'est la pente. Ce n'est pas encore gagné, mais c'est dans ce sens-là que nous allons tous, généralement. Et évidemment, les ségrégations sont nombreuses, hein, elles sont à tous les niveaux. La ségrégation raciale est en train de baisser de plus en plus. Dans beaucoup de pays, la condition de la femme n'a pas beaucoup évolué. Il y a toutes ces questions-là doivent être reposées, repensées, bien évidemment, de façon un peu plus intelligente qu'avant. Est-ce que tu te revendiques comme arrière-petit-fils d'esclaves? Alors, il faut être honnête, je n'ai jamais été esclave, ni mes ancêtres, ni moi-même. Et la condition d'esclave, elle est essentiellement vécue dans les Amériques. C'est vrai qu'en Afrique, il y a une forme de servage. Ce n'est pas l'esclavage tel qu'il a été vécu dans les plantations des Antilles ou de la Louisiane ou d'ailleurs. Dire que j'étais descendant d'esclaves, c'est une escroquerie morale. Et non, il faut laisser à chacun le droit de revendiquer sa propre expérience historique. C'est pas cette expérience-là qui était la mienne. Moi, je suis né dans une société plutôt féodale et je n'ai pas été esclave. Il y a eu des servages dans ma société. Pas d'esclavage au sens où on entend aux États-Unis ou dans les Antilles. Mais non, je n'ai pas été esclave. C'est pas vrai. Mais en revanche, j'ai été solidaire de mes frères noirs que des esclaves aux États-Unis. Et c'est pas seulement parce qu'il faut que j'ai appris par la suite à être solidaire de toutes les conditions exploitées de dominer dans le monde. C'est Kateb Yassine, l'écrivain algérien, qui disait quand je rencontre un esclave, j'ai envie de l'emplir de ma joie. Très belle formule, ça. L'esprit de solidarité avec tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui sont dominés dans le monde. Alors, puisque tu parles de Kateb Yassine, moi, je voudrais parler d'un de tes livres qui s'intitule Bled et qui se passe en Algérie, justement, dans les années 80. Donc, ta littérature se caractérise aussi par une universalité des propositions de contenu et par les thématiques et par aussi les ancrages géographiques. On y reviendra. Mais donc, parler de l'Algérie, c'est parler pas forcément de la Guinée. L'écrivain doit pouvoir franchir les frontières et parler de situations ancrées sur le plan historique. Telle serait une des missions de l'écrivain, en tout cas dans ta définition de l'écriture. Oui, il faut d'abord savoir que j'ai été écrivain en dehors de la Guinée. C'est en France que je suis devenu écrivain. C'est l'exil qui a fait de moi un écrivain. Ce qui fait que très vite. Alors, tu pourrais expliquer, détailler, parce que c'est très important ça. C'est en France que tu es devenu écrivain. Oui. Une petite parenthèse déjà avant de répondre à votre question, c'est que la littérature africaine est essentiellement née en France. Elle est extra-utérine. C'est à Paris que l'écriture est née, c'est à Paris qu'a été créée la première maison d'édition africaine, etc., etc. Présence Maintenant, africaine. présente africaine. Comment est-ce que je suis devenu écrivain? J'étais à Lyon, dans les années 70, et dans des conditions particulièrement difficiles, et au point de vue économique et au point de vue moral. Je balayais un supermarché dans un supermarché qui s'appelle Mammouth, qui a disparu entre-temps, comme tous les mammouths. Hein, et je balayais de 22h à 6h du matin.
vers 8h, 9h, j'avais cours. Et j'ai fini par avoir une insomnie. D'autant qu'à cette époque-là, la répression du système sécuritaire était devenue absolument virulente. Chaque fois que je voulais la radio, j'attendais que quelqu'un avait été arrêté, quelqu'un que je connaissais, une personne très importante de la vie politique et culturelle du pays. Et finalement, je me suis mis sans trop me rendre compte à griffonner des choses dans un cahier qui était d'abord destiné à recevoir des travaux dirigés de chimie organique. C'est ce cahier-là qui est devenu par la suite mon premier roman. J'ai été écrivain sans me rendre compte. J'ai été écrivain à mon insu, en quelque sorte. Et voilà comment ça s'est passé. C'est vraiment, j'ai écrit dans une espèce de conscience qui est assez difficile à déterminer. Et donc, c'est la langue française qui s'est imposée à toi à ce moment-là, quand tu as commencé à consigner dans ce carnet de chimie. Je rappelle que tu étais étudiant en chimie à l'époque et que tu te destinais à une carrière d'ingénieur scientifique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont les lectures de l'enfance et de l'adolescence qui ont constitué un corpus à l'intérieur de toi qui a fait qu'à un moment, il a fallu que tu écrives? Ou est-ce que c'est une forte nécessité, parce qu'il y a beaucoup de nécessité dans ton écriture, hein, nécessité qui s'est imposée à toi tout d'un coup? Oui, la langue française n'est pas de concurrence réellement, puisque, encore une fois, elle a toujours été ma langue d'écriture. C'est dans cette langue-là que j'ai appris à lire et écrire. Donc, quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, quand j'étais à côté de ma grand-mère, je piponnais dans des cahiers des contes qu'elle me racontait. Et ainsi que j'ai commencé en quelque sorte ma carrière d'écrivain. Même si à cette époque-là, je n'avais pas encore l'ambition de devenir un écrivain. Mais la langue française, c'est ma langue d'écriture. Depuis toujours, depuis que je suis né, depuis toujours, c'est comme ça. Donc, dès que je prends la plume, c'est la langue française qui m'écrit d'abord. La langue Peul, je ne maîtrise pas suffisamment la langue Peul pour écrire dans cette langue, même si la langue Peul est écrite, mais en caractère arabe. Depuis des siècles et des siècles, la langue Peul est écrite en caractère arabe. Mais je n'ai pas vraiment vécu cette culture de manière profonde, de manière suffisamment soutenue, pour pouvoir m'exprimer et écrire, par exemple, un roman dans cette langue-là. C'est la langue française que je suis à même d'écrire un roman, pas la langue Peul. Très vite, ton nom s'est imposé à l'intérieur de la littérature française et tu as choisi de vivre en France avant de partir comme écrivain, grâce à des résidences d'écrivains, dans le monde entier. Certains d'ailleurs, certaines de ces résidences ont donné lieu à des livres parce que ce n'est pas impunément que tu es parti au Brésil ou que tu es parti à Cuba. Tu as vécu là-bas et on a l'impression que l'atmosphère, les paysages, les langues imposent à ton imaginaire aussi une envie d'écrire. Est-ce que tu es un écrivain monde? Est-ce que tu te revendiquerais comme ça? Non, je ne me revendique pas comme un écrivain monde. Je ne suis pas aussi bon théoricien que Edouard Glissant, mais moi, je dirais que cette écriture monde m'est venue par pragmatisme, par expérience. Il y a pratiquement 40 ans dans le monde, 40 ans d'exil entre la France, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Brésil, les États-Unis, Cuba, le Japon, la Russie, etc. etc. Tous Et ces pays-là, tu as vécu. Dans tous ces pays-là, tu as oui, vécu. j'ai plus ou moins vécu, oui, j'ai au moins visité. Donc, j'ai un peu fait le tour du monde et ma littérature est d'abord inventé un voyage à travers le monde. La littérature, pour moi, c'est le tour du monde. Ce n'est pas la littérature du monde, mais c'est la littérature tour du monde. C'est un explorateur à ma manière. Mais c'est vrai que cette idée de tout monde que nous propose Edouard Glissant, c'est une idée qui va avancer. Je pense que nous sommes en train aujourd'hui de faire le tout monde. Et il va se faire indépendamment des réticences que l'on voit ici et là, ou des blocages traditionnels, psychologiques. Mais ça va se faire, le monde va se faire, les murs vont sauter, l'universel au sens vrai du terme va venir. Et je crois que c'est un écrivain portugais, je crois que ça s'appelle Samago, qui disait que l'universel, c'est le local moins les murs. Et les murs sont en train de sauter. Et c'est le mur le plus symbolique, évidemment, c'est celui de Berlin. Et les murs sont en train de sauter.
les gens vont se retrouver, on va vivre un peu dans le même espace, le monde va devenir petit, parce que justement, les distances vont se raccourcir et les vitesses sont en train de se multiplier. On va se rencontrer de plus en plus, on va se voir de plus en plus, se dire bonjour de plus en plus, se cogner aussi malheureusement de plus en plus. La question des origines se pose beaucoup dans ton œuvre littéraire, Tierno, parce que même si tu dis que tu as voyagé à travers le monde entier et même si tes sources de création peuvent se trouver aussi bien au Brésil qu'en France ou à Cuba, il y a quand même des livres qui jalonnent ton œuvre, comme par exemple Peul, avec un S, qui raconte l'histoire des Peuls, ou un autre livre qui s'intitule Un Attiéké pour Elgas. Donc, on voit bien que effectivement, il y a le monde, mais il y a aussi l'histoire individuelle, la structure psychique d'une histoire qui a été construite avant toi et que tu souhaites restituer. Pourquoi? On vient toujours de quelque part, mais dans ton œuvre, il y a beaucoup de ce quelque part, justement. Tout à fait. Moi, je considère quand même qu'on ne peut pas voyager si on ne retrouve pas d'abord le point zéro. On part de quelque part pour aller ailleurs. C'est très important. Ce quelque part, pour moi, c'est d'abord la Guinée. C'est défini. C'est de là que tu pars. Et vous verrez que la Guinée, même si elle n'est pas explicitement citée dans les romans du début, elle existe quand même. Celui qui connaît la Guinée reconnaît ce pays-là, aussi bien dans les Carcobus que dans les Séquelles, le roman qui a suivi. Mais c'est vrai que aussi, mes voyages sont mon voyage, mon périple dans le monde n'a pas été un périple continu. Il y a eu des étapes très importantes de pays en pays, mais aussi peut-être de lecture en lecture et d'imaginaire en imaginaire. Ce qui fait qu'on a l'impression que les points zéro se sont multipliés eux-mêmes. Mais c'est vrai que l'exil, quand même, est un peu le sujet essentiel de mon œuvre. L'exil d'abord personnel. Quand je parle d'un atelier pour Elgas, c'est l'exil des Guinéens. Quand je parle de Peul, c'est l'exil de mon peuple. Mon peuple est exilé. Le Peul, c'est un homme dont l'origine est très douteuse. On ne sait pas encore vraiment d'où viennent les Peuls. On sait que c'est un peu issu de lointains brassages entre Noirs et Sémitiques, probablement entre Hébreux et Noirs, probablement en Égypte. Et ils se sont dispersés. On les appelle d'ailleurs les Juifs de l'Afrique. Et on ne sait pas exactement d'où ils viennent. L'identité Peul est une identité floue, une identité mouvante. Et cet exil continue, puisque de plus en plus, les Peuls habitent dans des pays africains qui n'existaient pas il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Donc, tout cela fait que ce voyage, ce périple personnel et ce périple de ma communauté vont ensemble. Je ne fais que continuer l'exil de mes propres ancêtres. Lorsque, justement, je pars d'un pays vers un autre, d'un livre à un autre, d'un imaginaire à un autre. Alors, autre dimension de ton œuvre littéraire, Tierno, c'est l'histoire, avec un grand H. Tu la racontes à ta manière, mais tu la racontes de manière frontale. On reviendra tout à l'heure sur ce livre dont tu as parlé sur le Rwanda, qui est très, très important, l'aîné des orphelins. Mais je voudrais qu'on parle aussi du terroriste noir, qui a eu un énorme succès, pas seulement en France, mais qui a été traduit dans beaucoup de langues. Ce livre, avec une tonalité que je dirais, qui d'ailleurs est assez incroyable dans ton œuvre, tu dis des choses très importantes, mais avec beaucoup d'humour, y compris dans le terroriste noir d'ailleurs. Ce terroriste noir, il raconte une page de notre histoire un peu trop méconnue. Est-ce que l'écrivain a pour toi la mission, est-ce que tu acceptes ce terme mission, de restituer des pages un peu trop oubliées des récits nationaux? Moi, je pense que justement, le rôle de l'écrivain, si jamais il y en a un, c'est de s'éloigner un peu de l'histoire officielle et d'essayer de réhabiliter, faire revivre toutes ces petites histoires oubliées. C'est le cas de ce personnage, ancien tireur sénégalais, qui a ouvert le premier maquis des Vosges, qui s'appelle Adiba, qui, comme par hasard, est un Guinéen d'origine, donc un compatriote à moi.
Et personne n'en a parlé. Il a été exécuté par les Allemands en 1943 et on l'a reconnu comme résistant français qu'en 2003. C'est en 2003 qu'on lui a donné comment ils appellent ça, on l'a reconnu comme résistant français. Il a eu la médaille de résistant. Et il fallait parler de lui puisque justement, l'histoire officielle est terrible parce que la nomenclature, hein, vous savez, on fait tout le temps reprise. Il y a des villages qui disparaissent, d'autres qui apparaissent sous meilleurs, etc., etc. Ça, c'est l'histoire officielle. Et heureusement que l'écrivain est là, justement. Il considère, lui, que l'histoire est importante, même au niveau le plus bas. Et c'est l'histoire des hommes au bout du compte. Et justement, j'ai l'impression que la littérature peut recevoir ce genre d'histoire. La littérature peut recevoir des personnages comme Adiba. Il n'est pas seul dans le monde. Il y a beaucoup de personnages comme ça que des écrivains ont sorti de l'anonymat, ont sorti de l'oubli, parce que justement, l'histoire officielle les avait complètement ignorés. Et c'est formidable la littérature, parce que tout le monde a sa place. Alors, comment fais-tu pour essayer de nous faire comprendre notre propre passé qui, encore aujourd'hui, présente bien des pages d'inconnus? Est-ce que tu vas dans les bibliothèques? Est-ce que tu vas regarder les archives? Est-ce que Je ne vous entends pas. tu entends des choses? Comment tu procèdes? Ah, j'entends plus là. Obtenez jamais. Est-ce que tu m'entends? Oui, il faut que Tierno remette son micro. Parce que là, voilà, et oui, il faut il faut que Tierno ouvre là, c'est bon. Oui. Oui, alors, on était en train de demander comment tu procèdes. Est-ce que tu vas dans les bibliothèques? Est-ce que tu vas à la recherche d'archives? Ou est-ce que tu n'inventes pas de personnages? Certains de tes livres sont des livres d'histoire avec un grand H. Ça ne m'empêche pas d'inventer des personnages. Il y a beaucoup de personnages D'accord. fictifs dans le terrorisme noir, beaucoup de personnages fictifs dans Peul, beaucoup aussi de personnages fictifs dans Le Roi de Kael. Mais D'accord. je suis quand même, je fais un minimum de recherche, notamment en ce qui concerne Peul, Le Roi de Kael et le terrorisme noir. Mais le terrorisme noir, j'ai essayé d'avoir des documents à Langer, où le Adiba a vécu, mais aussi à Épernay. Et un beau jour, alors que je me trouvais à Cuba, un jeune journaliste français m'a écrit, il m'a dit, j'ai entendu dire que vous vous intéressez à Adiba, mais sachez que j'ai tout sur lui. C'est ma famille qui l'a reçu lorsqu'il est arrivé dans les Vosges. C'est d'ailleurs moi qui ai rendu son Coran à son neveu lorsqu'il a... Oh, la lumière est arrivée. Hein? Ah, ça y est, et la lumière fut. C'est quand tu as dit le mot Coran, hein, je te signale. Voilà, la lumière, Eureka. Voilà, Eureka. donc c'est ainsi que j'étais dans ce village et j'ai rencontré des gens qui ont bien connu Adiba, et etc., etc. Donc j'ai tout eu, tout. Ça a été très facile pour moi de restituer le personnage. C'est extraordinaire cette histoire. Oui, absolument. Donc Et finalement, autre chose, pour ce qui est de Le Roi de Kael, quand j'ai commencé mon travail sur Le Roi de Kael, j'ai essayé d'avoir des documents. Impossible, je ne trouvais rien du tout. J'ai vu quelque part qu'un des livres d'Olivier Sanderval était vendu dans une librairie de Lyon, assez cher, ça devait coûter 400 ou 500 euros. Ce livre du XVIIIe siècle n'avait jamais été réédité. J'ai téléphoné à la librairie, je l'ai commandé, ce bouquin. Il m'a dit, oui, d'accord, venez tel jour. Je suis venu, il trouvait que la librairie était fermée pour cause d'inventaire. Je reviens chez moi à Caen, en Normandie. Je tape sur le net Olivier Sanderval. Je vois quelqu'un qui s'appelle M. Bruno Olivier de Sanderval, conseiller général du Calvados, la ville où j'habite, le département du Calvados, la ville de Caen.
à l'époque. Je lui ai écrit, et oui, il m'a dit oui, c'est mon grand-père, et j'ai tout sur lui. Et je l'ai rencontré, il m'a ouvert ses archives, qui étaient aux archives départementales en tant que fonds privé, et ce qui m'a permis d'écrire le livre. Tierno, il Alors, faut ouvrir votre vidéo. on te voit plus, on t'entend très bien, mais on ne te voit plus. Voilà. Alors, il faut peut-être Voilà. réactiver, maintenant qu'il y a de la lumière, il faut peut-être réactiver Vous la voyez vidéo. là, vous voyez, Il faut vous voyez ouvrir. Non, il faut ouvrir la Non. vidéo, hein. C'est pareil qu'à côté du micro, il y a une petite icône. Il faut cliquer dessus pour ouvrir la vidéo. Attendez. Sinon, je pense que Laure a l'habitude aussi de Oui, parler. oui, on peut continuer. On voit un carré rouge. On voit un carré rouge, mais on entend très bien ta voix, donc on va peut-être continuer. Malheureusement, là, je pense qu'il il a coupé la connexion. Donc, Ah. on espère qu'il va pouvoir se reconnecter. Parce qu'il a dû appuyer sur un bouton qui a coupé la connexion. Ah, alors Tierno, tu es avec nous? Non, là, il n'est plus avec nous. Là. D'accord. C'est- J'avais pourtant beaucoup de questions encore. Oui, et puis on a des questions aussi, notamment de Sylvie Candé. Moi aussi, j'ai des questions, mais bon, Bon, ben alors, on va si attendre un petit jamais peu qu'il puisse on se reconnecter. récupère la connexion, on va essayer de… Je peux encore poser 2 questions? Bah, évidemment. Évidemment, Oui. mais là, il ne t'entend plus. Là, il faut qu'on attende qu'il se reconnecte, hein. Ah d'accord, il ne nous entend plus. Non, 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 non. Non, parce que, bon, toi, tu as l'habitude aussi de, de faire des entretiens sans image. Bon, même si Oui, maintenant, oui, 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 moi même ça si me gêne maintenant, pas du tu es tout. aussi dans l'image, mais sans… Ah, je vois, le Ah, voilà. ah, Voilà. ah, Parfait. ah, mais on a tout. Alors, attends, il est en train de se connecter. Oula, du coup, Et le bouquin qui tombe là. Hop. un petit peu. Ah Voilà, ben je vous voilà, entends. c'est bon. Tierno, c'est bon. Très bien. voilà. Parfait, Donc c'est parfait. on parlait de la chance que tu avais quelquefois quand tu étais en train de chercher de la documentation, mais comment les sujets s'imposent? Alors là, un peu par hasard, à un moment donné, j'avais besoin de savoir un peu ce que c'était que mon peuple. Puisque quand j'étais à Lyon, justement, Sékou Touré avait fait un discours très, très haineux contre les Peuls. Il avait dit officiellement, je déclare la guerre aux Peuls. Et pour moi, je ne me sentais pas vraiment Peul. Je me sentais plutôt un être humain, un Guinéen, un Africain. Il dit, tiens, je suis Peul. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire un Peul? Jusqu'à ce qu'on me déclare la guerre en tant que peuple. Là, le traumatisme pour moi, donc j'ai essayé de savoir ce que c'était qu'un Peul. J'ai fait des recherches là-dessus pendant longtemps, pratiquement 10 ans. Et finalement, j'ai réussi à écrire ce roman qui s'appelle Peul. C'était pour moi aussi une espèce il fallait que c'était ma manière de répondre à ces cultures. Voilà ce que c'est qu'un Peul. C'est ça, c'est un berger, un nomade, et qui va de pays en pays en Afrique, de village en village. Et ce sont comme dit très très bien chez Camille Doucan, c'est l'ethnie la plus africaine des ethnies africaines, puisque nous sommes partout. Nous sommes dans plus de 25 pays en Afrique. Alors, je voudrais qu'on revienne rapidement sur l'aîné des orphelins dont tu as parlé tout à l'heure. Donc, l'action se passe au Rwanda. Je pense que tu as dû peut-être aller au Rwanda ou en tout cas recueillir des témoignages. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est que tu as imaginé, ou peut-être a-t-il vraiment existé, une personne qui est née d'un père Hutu et d'une mère Tutsi. Et son père, en plus, est considéré comme un idiot. Et lui, Faustin, est l'aîné des 4 enfants. Donc ma question est, comment tu allies le réalisme, le tragique au symbolique? Ah, vous savez, parler de la violence, ce n'est pas très facile en littérature. Surtout lorsque la violence est aussi crue telle qu'on a vécu au Rwanda dans les années 90, au début des années 90. Et quand j'étais au Rwanda, je me suis dit la première des choses à faire, c'est de s'éloigner du génocide lui-même. On ne va pas refaire le massacre à la tronçonneuse en thérapie, ce n'est pas la peine. Donc j'ai essayé de
plutôt de parler de ce qui s'est passé avant le génocide et de ce qui s'est passé après le génocide. Ce sont plutôt les traumatismes du génocide qui m'ont intéressé que le génocide lui-même. Et pourquoi avant le génocide? Pour bien montrer que le génocide, tous les génocides du monde sont des idioties, puisque les êtres humains ne sont pas si différents que ça. Hutu et Tutsi, ce n'est pas si différent que ça. Ce sont des gens qui vivent ensemble depuis des siècles et des siècles. Il n'y a pas une langue Hutu, il n'y a pas de langue Tutsi. Ils parlent la même langue, ils ont les mêmes coutumes vestimentaires, alimentaires, ils croient au même Dieu. En fait, c'est le même peuple. Et si l'on fouille bien, vous verrez bien, je me suis laissé dire que les Juifs allemands étaient les Juifs les mieux intégrés d'Europe à cette époque-là. Et comment se dit qu'un beau jour, quelqu'un vient dire un discours comme celui d'Hitler et que ce discours-là fonctionne. Ce qui s'est passé au Rwanda, c'est un peu la même chose. Et c'est pour cela qu'il faut s'éloigner du génocide lui-même pour essayer de comprendre comment ce genre de bêtises, d'idiotie peut arriver dans n'importe quelle société du monde, finalement. Il suffit de tâter les bas instincts du peuple et ça fonctionne. En Guinée, ça aurait pu se faire si les gens avaient écouté ce que quand un président dit « je déclare la guerre à telle ethnie », c'est dangereux. Et ça ne s'est pas fait, heureusement, parce qu'ici, il y a un brassage tel que ce genre de choses est impossible. Alors, je voudrais qu'on évoque, puisque le temps passe très vite, le dernier livre, parce que le dernier livre est une sorte aussi de franchissement de ligne par rapport à tes différents styles. C'est-à-dire que là, tu pratiques un art du dialogue, un art de la cohabitation temporelle, géographique, avec deux personnages très différents, plus l'irruption d'une très jeune femme qui va se livrer à des exactions dont nous n'allons pas parler. Mais je veux dire par là que l'écriture devient une espèce de vertige, une ligne de crête. Et je pense que tu as mis de côté une sorte de langue très structurée, assez remplie, comme ça, assez cartésienne, pour te lancer dans une histoire qui est beaucoup plus, entre guillemets, dangereuse dans tous les sens du terme. Est-ce que tu perçois qu'il y a des paliers dans ton écriture ou pas? Oui, je pense que oui. Vous remarquerez que tous mes livres sont très différents. Il n'y a Très pas un seul différent. livre très différent, du point de vue du style, du point de vue de la construction. Et c'est vrai que ici, il s'agissait de parler de la barbarie, de parler de la folie, de parler de la dérive. Cette fille est une fille qui est née dans un camp, elle n'a pas connu la situation humaine, une barbare au sens vrai du terme, elle n'a jamais reçu un cours de religion, elle n'a rien reçu de ce que d'habitude reçoivent les petits des hommes. Et c'était fait toute seule, avec l'aide de deux autres femmes, elle-même aussi très marginale, très abandonnée, très à rupture avec la société. Et c'est une fille qui essaie de vivre sa vie autant que possible, sans sans une once de morale, elle n'a pas dans la morale, mais elle est armée d'une chose importante pour moi, elle est armée de sincérité. Sincérité brutale, mais sincérité quand même. Elle essaie de trouver des choses, à mon avis, très importantes, l'amour et la liberté. Elle n'y arrive pas. Pour dire tout ça, il fallait une autre langue. D'autant que l'histoire se passe dans des pays différents, c'est la France et la Guinée. Cette histoire ne concerne pas que les Guinéens. Une Française vient bien montrer qu'elle aussi, cette histoire-là, c'est la sienne. Et les deux histoires d'elle sont parallèles, mais les deux parallèles qui ont vite fait de se rejoindre. Et donc, il fallait une autre langue, une autre manière de construire pour raconter tout cela. Il y a une autre dimension aussi qui est très passionnante à l'intérieur de ce livre, c'est que la personne qui a vécu une tragédie, finalement, n'ose pas le dire, Ouais. comme si on avait honte de sa souffrance. Oui, d'autant que, vous savez, ce genre de système, ce genre de régime ne se contente pas de réprimer. Ça, c'est l'essence même de la dictature. Absolument, la dictature ne cherche pas vraiment à réprimer, elle cherche à humilier. Le but de la dictature, c'est de démolir tout l'être humain qui est en vous. Il faut vous humilier, il faut vous rabaisser. Et je sais qu'ici en Guinée,
très peu de gens parlent de ce qu'ils ont vécu au Cameroun. Ils en ont honte. Et ils n'en parlent pas. Et finalement, vous savez, les camps de concentration juifs, dans l'immédiat, en tout cas, très peu de gens en ont parlé. C'est certainement Primo Levi qui en a parlé. Les gens se sont tus. Ils ne peuvent pas en parler. Et il y en a même aujourd'hui encore, si vous les rencontrez, ils ne vous en parleront pas. Parce qu'ils se sont sentis humiliés. C'est humiliant. La torture, la répression, c'est humiliant. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas envie d'en parler. Et cette femme, elle n'ose pas en parler. Elle a pendu son mari devant elle, on a récupéré son fils. Elle aimerait que la fille parle à sa place. Vous voyez, une espèce de jeu entre les deux. Et finalement, la fille, quand même, paraît qu'elle se livre. Mais contrainte et forcée, elle n'a pas envie de le faire. Ton écriture permet de restituer un passé assez proche et à chacun des lecteurs de s'en emparer de ce propre passé. Donc, il y a une mission vraiment de restitution de l'histoire. Que penses-tu de cette mission intellectuelle, artistique qu'a voulu le gouvernement français, notamment par la demande d'un rapport qui a été demandé donc à Bénédicte Havel et à Felwine Sarr pour restituer les objets. Restitution d'objets qui ont déjà commencé puisque Felwine a déjà accompagné, dans tous les sens du terme, certains objets dans des musées en Afrique. Est-ce que tu penses que l'écriture va de pair avec cette mission de restitution? Oui. En matière de littérature, c'est beaucoup plus facile de restituer puisque c'est un trésor immatériel. On peut échanger, restituer sans avoir à transporter quelque chose, sans avoir à faire des bagages, sans avoir à trouver des espaces où finalement loger des pièces de musée, etc., etc. Mais restituer, oui, c'est important. En tout cas, c'est une très bonne intention. Et maintenant, est-ce que ces objets sont les mêmes lorsqu'on les prenait, lorsqu'on les arrachait à leur lieu d'origine et à leur propriétaire? Est-ce qu'ils ont encore aujourd'hui la même signification? Ce sont ces objets-là, c'était souvent des objets rituels. Il y a déjà ce problème-là qui se pose. Ensuite, tout le monde connaît l'état des lieux, l'état des musées en Afrique. Ce sont des musées à l'abandon, très souvent. La conservation des objets n'est pas évidente dans les musées africains. Peut-être à Dakar, à Cotonou, et peut-être à Abidjan. Ailleurs, c'est vraiment, on voit mal un objet de valeur au musée de Conakry. Très, très vite, à mon avis. Donc, tout cela pose problème. Mais c'est vrai que, en revanche, restituer à l'Afrique son patrimoine culturel, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut trouver la méthode, il faut trouver la pédagogie, parce qu'il faut quand même redonner aussi le sens de ces objets-là aux nouvelles générations. Il faut leur dire ce que c'est que ces objets-là. Il faut, avant de restituer l'objet lui-même, à mon avis, il faut restituer la mémoire même de ces objets-là. Il faut faire en sorte que les jeunes Africains d'aujourd'hui renouent avec l'héritage culturel de leurs ancêtres. Ceci par la pédagogie, ceci par l'éducation, par l'enseignement. Et ils ne connaissent rien de ces objets-là. On n'en a pas parlé. Parce qu'il y a une rupture. Vous savez, la colonisation, quand même, a créé une rupture entre nous et les générations qui nous ont précédés. Et ça pose problème. Il faut donc qu'il y ait, en même temps que ce retour des objets se fait, il faut un accompagnement pédagogique. Il faut, ici en Afrique, que finalement, nos États nous amènent à nous intéresser à notre passé, à nous intéresser à nos valeurs culturelles d'avant, à faire en sorte que les gens d'aujourd'hui, les jeunes générations d'aujourd'hui, ne s'intéressent pas au rap et au rock. Il faut aussi qu'ils s'intéressent aux masques, à la signification de nos masques, à nos tissus, à la signification de nos tissus, tels que nos ancêtres les avaient conçus et tels que nos ancêtres les avaient compris. Dernière question avant de laisser la parole à François et à nos camarades, Tierno. Tu es parti donc de la Guinée dans des conditions très difficiles, dans un temps tragique de dictature, et aujourd'hui tu es revenu. Pourquoi? Il faut boucler la boucle.
Oui, il faut revenir. Je suis vieux, ce pays m'a manqué longtemps. Je ne pouvais pas venir. Et quand je suis venu la première fois, je n'ai pas y retourner tout de suite, puisque la Guinée que j'ai connue, moi, elle n'est plus là, elle est morte. C'est une autre Guinée qui est là. Mais malgré tout, j'ai le sentiment, de me retrouver moi-même. Pourquoi? Parce que c'est ici que se trouve le berceau. Les premières couches de ma mémoire se trouvent ici, en Guinée. Et les lieux, la mer, les arbres, les fleurs, tout ça me parle énormément. Et j'ai besoin de revenir, mais la Guinée, en même temps, ne peut plus me suffire. J'ai besoin d'autres pays. J'ai besoin de la France, j'ai besoin de l'Algérie, j'ai besoin du Maroc, j'ai besoin du Brésil, du Cuba. Ce qui fait que je suis là pratiquement un mois sur deux, sauf depuis qu'il y a eu le confinement dû au coronavirus. De manière générale, je suis toujours dehors quand même, maintenant basé, mais je continue de voyager, je continue d'aller un peu partout dans le monde. Et la Guinée ne peut plus me suffire. Mais merci beaucoup. Alors, je crois que François et d'autres ont des questions à te poser. J'en ai encore, mais il faut laisser la place, mon cher Tierno. Merci beaucoup, Tierno. Merci beaucoup, Laure, pour cette discussion absolument passionnante, avec plein de dimensions. Et justement, moi, j'aurais juste une petite question sur la dimension littéraire du personnage de Sariane Indigo. Pourquoi avoir choisi une jeune femme? Bon, il y a la figure du père, bien sûr, très importante, mais pourquoi avoir choisi un personnage féminin? Je ne sais pas si… Oui. Oui, c'est bon, on Je vous entend. n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. C'est pourquoi vous avez choisi un personnage féminin dans Sariane Indigo. Ah, la connexion est difficile là. Oh, je ne sais pas trop. Navandi parle d'une femme aussi. Oui. Je lis aussi. Et j'ai l'impression que la femme est un excellent personnage littéraire. J'ai l'impression que la femme et l'enfant sont les meilleurs personnages littéraires. Vous remarquez que les plus grands romans, d'ailleurs, parlent de femmes. Ou d'enfants. Anna Karenine, Giroud, Madame Bovary, ce sont des femmes. Et à mon avis, la femme est très expressive, surtout en matière de littérature. Il suffit de sourire au coin de lèvres, d'une larme au coin de l'œil, et le monde entier dit. Et c'est pour cela. En plus, cette fille, je m'étais dit, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, quand tu viens ici, j'ai écrit un roman où le personnage principal, qui serait une fille, porterait sur elle toute la douleur du pays. Et c'est vrai que la douleur se lit facilement sur le visage d'une femme. Et j'ai l'impression qu'avec une femme, on comprend beaucoup mieux la souffrance humaine qu'avec un homme. Et je voulais que le lecteur se rende compte des épreuves que ce pays a subies durant le système équatorien. D'accord. Merci. J'ai une question à vous transmettre de la part de Sylvie Candé qui demande… Ah oui. Elle demande on pense souvent à juste titre à la dimension artificielle carcérale de la frontière. Il y a des exemples comme celui que tu as cité où la frontière a été utilisée créativement. Peux-tu parler davantage des frontières en géopolitique ou en littérature? Wow. Alors, ouais, c'est une très belle question. Mais c'est vrai que la notion de frontière est une notion double. Il y a une idée de prison, une idée de fermeture, mais en même temps une idée de porosité. Et les frontières, justement, ce sont, en biologie, on appellerait ça des membranes cellulaires. Ce sont des lieux d'échange énormes. Il y a un cadre de frontières assez paradoxal et assez intéressant, très riche, à mon avis. C'est justement le Sahara. C'est le Sahara qu'on a tendance à considérer comme une barrière infranchissable, alors que le Sahara a été une porosité totale. C'était une espèce de plasma civilisationnel où il y a un échange permanent entre le nord, le sud et l'est et l'ouest de l'Afrique. Et à un tel point que des peuples nouveaux sont apparus, que malgré
la violence historique, à travers l'esclavage et d'autres choses, mais il y a eu des échanges énormes à travers le Sahara. Les caravanes ont été, avant qu'il y ait la découverte des goélettes et des caravelles, la conquête des mers, le Sahara a été pour l'Afrique le lieu principal des échanges. Et effectivement, la frontière en littérature, je la verrais plutôt comme une porosité, comme une membrane. La frontière, en fait, on la passe facilement. Il suffit dans un de mes romans, je pense que c'est dans Bled, j'ai dit que c'est le corps qu'on emprisonne. L'esprit s'ébat très vite. Et l'esprit ne connaît pas de frontières. L'imaginaire ne connaît pas de frontières. Et ça, c'est valable dans la littérature. La littérature a toujours voyagé. Et les écrivains eux-mêmes d'ailleurs ont voyagé. Même quand ils ne voyagent pas, leur imaginaire, lui, voyage. Et le voyage est effectivement la meilleure manière de traverser les frontières, la meilleure manière de dissoudre les frontières, la meilleure manière de faire reculer. Et c'est une très bonne question. La frontière a un double sens, finalement. Et le second sens est beaucoup plus important, la porosité. Merci beaucoup, Tierno Monenembo. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées demain au cours. Il y a la suite demain, oui. Ah, et donc, vous allez retrouver les étudiants qui ont étudié votre œuvre. Et donc, merci en tout cas de cette disponibilité qui est très importante pour nous. Merci beaucoup, Laure. Et je voudrais… Est-ce que je pourrais avoir l'écoute, ça sera possible que j'entende des étudiants sur l'œuvre de Tierno ou pas? Bien sûr, si tu veux assister à la conversation avec les étudiants, tu es bienvenu. Et Si le tu as le problème, temps. c'est que je vais être en avion demain, mais c'est enregistré ou pas? Non? Ça ne sera pas enregistré, donc non. À quelle heure? Tierno, c'est à quelle heure 15h Pardon 15h heure française. 15h heure française. 15h heure Ah, française. bah si, alors je serai rentrée. Alors je me connecterai. Bon. D'accord, ma chérie, c'est 14h. Ok, pour Bon. écouter. Laure… Tierno, je vais bientôt venir te voir. Viens en Guinée, viens. Je proposerai à François qu'on fasse un post-séminaire à Conakry parce qu'il ne connaît pas Sans Conakry. problème, ok. Sans Mais problème. on ne peut pas vivre sans connaître Conakry, ce n'est pas possible. Hein. C'est ton pays, hein, donc viens. C'est mon pays, oui, c'est mon pays, absolument. C'est notre pays. Oui. C'est notre pays. Juste… Vous direz bonjour à Sylvie Kandé. Hein. D'accord. Vous direz bonjour à Sylvie Kandé. Donnez-lui mes coordonnées, s'il vous plaît. D'accord. Et juste un petit mot de conclusion pour dire que Laure, on t'attend en personne bientôt à New York et avec une première fois donc, Laurent Mauvigné et puis ensuite avec Christine Angot. Absolument. Voilà. Merci. Alors, bonne soirée pour vous. Merci beaucoup. Oui, on va dîner, nous. Hein. Il est tard même. Merci infiniment, en tout cas. Bien. Merci à vous deux. Merci. Vraiment, c'était un bonheur. Merci Tierno. Merci infiniment. Tierno. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao.